Et nous sommes toujours en direct en public du RISE à l'occasion de la 5e édition du festival à l'école de l'Anthropocène. Juliette Michel nous rejoint au micro pour notre rubrique à l'écoute des sciences. Bonjour Juliette. Bonjour Florian et bonjour à tous. Radio Anthropocène. Afin de discuter de la diffusion des savoirs et de ses enjeux, nous avons le plaisir d'accueillir notre accueillant Vincent Véchambre, directeur du RISE, Centre Mémoire et Société de la ville de Villeurbanne, qui nous héberge toute cette semaine. Vincent Véchambre, bonjour. Bonjour. Vous êtes également professeur des universités et pour commencer cet entretien, nous voulions vous interroger sur ce qu'apporte d'avoir des lieux hybrides tels que le RISE mêlant recherche et accueil du public. Alors une petite précision pour démarrer, je ne suis plus professeur des universités. Ah. J'ai eu une vie universitaire assez longue, effectivement, mais je ne le suis plus, même si on est quand même profondément marqué par plus de 30 ans de carrière dans l'enseignement supérieur et la recherche. Donc, et si je suis arrivé ici, effectivement, c'est pas tout à fait le hasard non plus, même si c'est une bifurcation, dans le sens où ce lieu est un lieu où il y a de la recherche. Alors ça, c'est déjà un premier élément en termes effectivement de contribution finalement à la production de savoir, à la diffusion et au partage, dans le sens où ce lieu-là, qui est un lieu hybride, a plusieurs composantes depuis qu'il existe, depuis 2008, dont je viens de l'évoquer, un pôle où nous accueillons des chercheurs, des doctorantes à l'heure actuelle, et puis chaque année des masterants et masterantes. Et à côté de cela, effectivement, il y a toute l'action culturelle dans sa diversité, évidemment, qui est portée par les archives municipales, qui est porté par une médiathèque, ce qu'on appelle nous le pôle action culturelle, qui met en musique et en espace toutes les propositions culturelles, que ce soit dans l'espace d'exposition, que ce soit dans la salle de spectacle, et puis dans d'autres lieux qui sont des ateliers qui permettent d'accueillir un certain nombre d'activités. Et j'en rajoute à cela effectivement un pôle ressources qui nous permet de faire tourner un équipement comme celui-ci, pour le situer, dans lequel travaillent une trentaine de personnes, avec cette vocation finalement de croisement et d'hybridation entre des démarches artistiques, culturelles et scientifiques. Vous avez évoqué le mot bifurcation pour parler de votre parcours. Donc là, on est au Festival de l'Anthropocène, c'est un mot qui est très présent. Et donc si on se penche peut-être un peu plus sur votre programmation, comment est-ce que justement l'Anthropocène a pu la faire bifurquer, a pu la faire dévier, évoluer au cours du temps ? Oula, c'est une question rude et difficile. Eh bien, on est là pour ça. Alors, comment l'Anthropocène, en tant que moment, en tant que effectivement bifurcation, a pu nous faire évoluer ? Alors, ça nous a fait évoluer déjà sur le plan très concret. Sur le plan, je dirais, des conditions même de vie sur ce site, puisque suite à, je dirais, des remontées, comme on dit, même si ça renvoie à une conception très hiérarchique des choses qui n'est pas finalement si accentuée dans la ville de Villeurbanne. En tout cas, on a pu évoquer ici, en travaillant dans ce lieu-là, des moments très difficiles à vivre durant les étés précédents. Et du coup, la ville s'en est saisie de manière très sérieuse en nous proposant par exemple de transformer ce qui était un parvis très minéral en jardin. Voilà. Et dans la continuité du jardin qui est de l'autre côté, puisque c'est d'ailleurs la même paysagiste qui a conçu ce jardin. Voilà. Donc en termes de conditions de vie et dans ces moments-là qui sont devenus redoutables, il y a un gain évident de ce point de vue-là. Et dans le même temps, je dirais que dans les contenus, dans la programmation, pour revenir à votre question, c'est quelque chose aussi que sans doute qui plus ou moins consciemment d'ailleurs, que nous prenons de plus en plus peut-être en charge, d'autant plus que du côté de la commande politique, puisque nous sommes équipement municipal, il y a tout un enjeu qui nous est donné de participer des transitions. Là, c'est le vocable qui est utilisé dans le contexte de la commande politique, transition environnementale, sociale et démocratique, je dirais. Et donc, on s'inscrit de plus en plus fortement, explicitement dans ce cadre-là. Alors, je pourrais illustrer, mais peut-être que je suis déjà un petit peu long par rapport à ce cadrage un peu de nos missions et puis de notre manière de effectivement proposer un certain nombre d'activités de contenu. Et donc vous avez parlé du lien entre votre programmation et la commande publique. Et comment ce lien se traduit en termes de programmation avec les activités recherche menées sur le site ?
Alors, c'est vrai que le terme de commande publique ou de commande politique peut paraître un petit peu de l'ordre de la contrainte. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, disons. Voilà. Mais je comprends tout à fait la question. Je précise juste effectivement que c'est nous ensuite qui interprétons et proposons par rapport à un cadrage qui nous est donné. Alors, par rapport à la question de la place de la recherche, je dirais que c'est quelque chose qui, comme je le disais, est présent dès le départ. Et c'est, je dirais, l'idée très, très forte, me semble-t-il, de considérer que, par exemple, les contenus que nous proposons et que nous partageons avec des habitants ici doivent être en permanence remis en question, discutés, déconstruits, et ceci grâce à la présence de chercheurs, de chercheuses notamment. En SHS, c'est vrai que nous avons de plus en plus des chercheuses et qui nous aident à ne pas ronronner, qui nous aident à... parce que cette culture de la recherche, moi j'y tiens beaucoup en tant qu'ancien enseignant-chercheur, elle percole finalement, elle percole auprès de l'ensemble des professionnels de cet équipement, qu'ils soient médiathécaires, archivistes, secrétaires, agents d'accueil, etc. Et tout ceci pour dire que ça nous amène d'abord à concevoir directement avec l'aide des chercheurs et des chercheuses des contenus, des propositions dans une exposition, ou ça peut être des rencontres, ça peut être des tables rondes. Par exemple, prochainement, on est en train de construire un rendez-vous avec une chercheuse qui a soutenu sa thèse sur les questions d'hospitalité et la manière dont les municipalités, notamment celle de Villeurbanne, s'emparent de ces questions d'accueil des personnes en parcours d'exil. Et nous aurons l'occasion à ce moment-là aussi d'inviter des gens qui auront un regard plus sensible, plus artistique. Et on aime beaucoup ce type de croisement. Donc tout ça pour dire qu'on essaye de construire avec des savoirs en mouvement et des savoirs aussi qui se construisent et, je dirais, s'orientent de plus en plus vers ces enjeux qui sont formulés en termes de transition ici, mais qui sont ces enjeux sociaux, politiques, démocratiques et environnementaux en même temps. Et du coup, une programmation comme la vôtre, elle s'adresse à quel public ? Voilà, à quel public est-ce qu'elle s'adresse et quel est le public finalement qui vient réellement dans le lieu et qui y participe ? Alors c'est une question qui résonne en ce moment puisqu'on est en train d'être plus à la rencontre des... Alors on n'aime pas tellement le terme de public, mais bon, je le comprends bien sûr. Vous préférez quel terme alors ? Il est très naturel, je dirais, dans le contexte d'un équipement culturel. De plus en plus, on essaye de parler d'habitants, voire de même de personnes. Ouais. De personnes qui est la terminologie des droits culturels dont on essaye de se nourrir ici. Donc d'habitants, de personnes qui effectivement sont diverses et ça on y tient beaucoup. On peut le comprendre à travers peut-être le rayonnement, le terme n'est pas formidable, mais en tout cas les différentes échelles à laquelle fonctionne cet équipement, puisque la médiathèque nous permet d'être très ancré dans un quartier, donc un quartier très diversifié socialement, et qui est vraiment notre public. Vous voyez, ça m'échappe. Nos habitants qui nous utilisent et nous fréquentent sont très représentatifs effectivement de ce quartier, y compris avec une dimension populaire très, très présente à Villeurbanne. Et pour d'autres propositions, expositions, certains rendez-vous, par exemple autour des musiques qu'on qualifie de migrantes avec nos partenariats du CMTRA. Aujourd'hui, on sait que c'est un rayonnement très métropolitain. Voilà. Donc à chaque fois, effectivement, on a des personnes qui sont diversifiées socialement, qui à certains moments se croisent. Et du coup, j'en profite pour dire que la semaine de l'Anthropocène, pour ça, est assez passionnante. Et on reviendra dessus juste après. Et mais justement, dans cette dynamique donc j'allais dire de public, mais non pas de public, donc de personnes, comment est-ce qu'on fait évoluer, comment est-ce qu'on adapte une scénographie selon les types de personnes et les typologies de personnes qui viennent dans le lieu ? Une scénographie au sens de l'exposition, exactement, plus largement. Ouais. Alors, oui, c'est une question qui est tout à fait intéressante. On a expérimenté l'an dernier un dispositif. Alors, le sujet s'y prêtait bien, puisqu'il s'agissait de mettre en questionnement la place des enfants dans la ville. À partir de ce territoire-là, mais en posant la question évidemment plus largement. Et pour le coup, la scénographie a été conçue, et les contenus d'ailleurs, avec la mobilisation de 3 classes primaire, collège, qui ont fait des ateliers, qui ont travaillé en amont et qui ont permis de penser une scénographie très immersive, un peu esprit livre pop-up, avec beaucoup de choses en relief, et puis des contenus qui sont très proches des paroles d'enfants. Ça a remarquablement bien fonctionné, dans le sens où cette exposition a attiré
pas mal de monde. Alors, il y avait l'effet Capitale française de la culture, c'est vrai. Mais on s'est dit, voilà, on tient quelque chose d'important. Cette idée qu'on puisse venir jouer entre adultes et enfants, cette idée qu'on puisse partager voilà, des réflexions sur les pratiques, en l'occurrence de la ville. Comment, concrètement, il y avait un jeu autour de comment on va à l'école. Est-ce qu'on y va à pied, en voiture, etc., etc. Combien de temps ça prend? Qu'est-ce que ça produit aussi comme gaz à effet de serre, ainsi de suite. Voilà, donc on essaye de remobiliser. Alors, les sujets s'y prêtent plus ou moins, mais dans l'exposition actuelle, par exemple, il y a aussi un endroit de manipulation. Et ce qu'on adore, c'est quand il y a des parents, enfants, grands-parents, petits-enfants qui viennent jouer, qui s'installent le samedi, par exemple, pour passer quelques moments dans cette expo. Et vous avez donc mentionné votre préférence pour le terme habitant, cette volonté de s'inscrire dans les transitions de votre territoire, donc cet ancrage a une forte importance sur vos activités. Et je voulais vous demander du coup comment se négocie au quotidien cette idée de transition, de projection dans l'avenir, quand on est aussi un centre d'archives et un centre de mémoire. Oui, alors du coup, là aussi, d'emblée, je ne fais que m'inscrire dans un projet qui est suffisamment fort pour mériter d'être poursuivi et approfondi. D'emblée, cette idée, elle est très simple, c'est que pour penser collectivement la ville en train de se faire et son devenir, il faut savoir d'où l'on vient, très concrètement. Donc là, une exposition sur la présence de l'activité textile sur ce territoire est essentielle, on voulait la faire depuis longtemps d'ailleurs, parce qu'on ne peut pas comprendre la ville urbaine d'aujourd'hui, et puis plein d'autres villes d'ailleurs dans la région, qui sans avoir effectivement cette prise de conscience que la ville s'est construite très concrètement par la délocalisation depuis Lyon d'activités textiles, dans un premier temps de niveau artisanal avec une faible emprise spatiale et de plus en plus à la fin du 19e siècle avec des grandes emprises qui ont considérablement transformé, artificialisé, pollué, etc. ce territoire. Voilà. Et c'est à partir de tout ça que l'on peut aussi inviter des habitants et habitantes à se projeter sur ce que pourrait être une ville vivable dans le contexte qui est le nôtre dans les décennies qui viennent. Par exemple, est-ce qu'il faut se saisir de cet héritage, en tout cas de ce qu'il en reste d'anciennes emprises industrielles pour, je dirais, intensifier la présence du végétal dans cette ville? Est-ce qu'il faut malgré tout quand même ne pas jeter comme du déchet ces anciennes constructions, ces anciennes bâtisses qui ont bien des vertus et qui pour certaines mériteraient d'être reconverties et inscrites dans la durée pour économiser tout simplement cette énergie grise qui est présente dans les bâtiments. Voilà, nous c'est des questions qu'on pose en se saisissant à la fois de cette histoire, de ce que les gens en ont connu et peuvent nous en raconter d'ailleurs, et par rapport à des questionnements qu'on situe du côté des patrimoines au sens de ressources non renouvelables qui méritent d'être considérées comme telles et remobilisées dans le contexte de la fabrique urbaine actuelle et de demain. Et tout à l'heure, donc, on parlait du festival à l'école de l'Anthropocène. C'est quoi l'intérêt pour un lieu comme le RIS d'accueillir un événement comme celui-ci? Et plus globalement, comment est-ce que vous travaillez sur votre programmation extérieure? Provocation extérieure dans le contexte de cette semaine-là? Dans le contexte de cette semaine-là, ouais, mais plus globalement, comment est-ce que vous travaillez sur les événements que vous accueillez? D'accord. Alors, accueillir, on aime bien. Bon, ça fait partie de nos missions d'équipement public. Donc, on est très à l'écoute de tout un tas de sollicitations qui vont du simple prêt de salle, comme on dit. Voilà, on a besoin d'une salle pour faire, je sais pas, de l'apprentissage du français langue étrangère, comme ça se fait en ce moment, jusqu'à des choses qui sont plus de l'ordre de la co-construction et plus impactant, évidemment, pour notre fonctionnement. Et de ce point de vue-là, cette semaine festivalière en est un exemple un petit peu extrême dans le sens de l'ambition finalement à la fois des porteurs du projet et puis de la manière dont on cherche à les accueillir. Alors, comment ça d'abord, quel effet ça produit et comment moi je le perçois? Alors d'abord, c'est une chance. C'est vraiment clairement une chance, une opportunité assez extraordinaire. Donc c'est la deuxième édition, d'avoir des propositions pour des habitants et habitantes qui nous connaissent, que nous n'aurions évidemment pas pu proposer ici. Donc c'est des rencontres assez extraordinaires
de croiser un team mingle, d'entendre parler, c'est un des moments qui m'a marqué, de performance versus robustesse, ainsi de suite. Donc c'est une chance pour nous qui accueillons, c'est une chance pour les personnes qu'on accueille régulièrement, qui ont croisé cette ambiance. Certaines ont pu à certains moments en profiter, glisser une tête, voire plus. Donc de ce point de vue-là, c'est vraiment une très belle opportunité. Puis on se connaît avec cette équipe, ça c'est important. Et là j'en viens finalement à notre manière de travailler les partenariats, mais ça n'a rien d'original. C'est que on travaille bien avec tous ces partenaires culturels au sens très large sur le territoire et sur la métropole. Quand on se connaît bien, quand on connaît les fonctionnements des uns et des autres, qui peuvent être sur des rythmes très variés. Là, on est sur un rythme très intensif, mais du coup, ça se passe extrêmement bien parce que il y a eu cette compréhension de nos hôtes, de la manière dont fonctionne un équipement culturel au quotidien, et ils se sont logés dans les espaces-temps de manière tout à fait sensible et attentionnée. Donc voilà, une très belle expérience. Et puis moi, j'adore les ambiances festivalières comme celle-là. Vincent Weschamp, merci de cet entretien et merci encore de votre accueil. Merci à vous. Nous invitons nos auditeurs à venir visiter l'exposition Ça se trame à Villeurbanne, ouverte jusqu'au 30 septembre au RIS. Donc, bonne journée et à bientôt. Radio à l'école de l'Anthropocène. La machine a suscité des idées.